Amis de l'électronique, bonjour. Un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo car à cause de mon foutu diabète j'ai dû aller faire un petit stage à l'hôpital, mais me voici de retour. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort et j'ai profité de cette longue période d'inactivité pour vous préparer un deuxième épisode de ma nouvelle série Composants de légende et que je vais vous présenter. Alors allons-y. Nous allons parler des tout premiers amplificateurs opérationnels. À l'origine du premier, on va dire, amplificateur opérationnel monolithique, un monolithique, c'est-à-dire qui a été fait sous forme d'une unique pastille de silicium, il y a aussi un homme de légende, hein, c'est Bob Weidlar, qui, on voit, est né en 1937 à 1991. C'était vraiment un ingénieur de génie, quelqu'un qui avait une très forte personnalité et un profil vraiment peu conventionnel. Au début, il travaille chez Fairchild et il développe en 64 de tout premier. Enfin, bon, il y a eu toute une série des 702, 703, mais enfin, il travaillait sur le MUA 702 avec un gars qui s'appelait David Talbert, ampli qui était au début pas vraiment bon et pas mal de défauts. Et d'ailleurs, Weidler lui-même le considérait pas comme commercialisable. Mais Fairchild, contre son avis, le mettra quand même sur le marché et à un prix qui était très élevé. Il aura quand même du succès, bien qu'il n'était pas très très performant. En parlant de Weidlar, c'était un homme vraiment, vraiment très spécial, hein. Enfin, vous trouverez un peu pas mal d'écrits sur lui sur le net. C'était quelqu'un qui avait une très forte personnalité, qui était très très dur, on va dire, à manager. Il avait beaucoup de problèmes d'alcool, mais c'était un génie. Et on lui doit, on va voir le 709, le 723, un autre circuit de légende dans les alimentations, le LM101, 108. Il a inventé une source de courant qui est très utilisée en électronique intégrée, qui porte son nom. Et la fameuse Band Gap Voltage Reference est encore très utilisée dans de nombreux circuits de référence de tension. Donc vraiment, on voit que c'est quelqu'un qui a eu une carrière assez prolifique, mais on va dire, c'était un petit peu un drôle de phénomène. Le premier circuit intégré, je veux dire, en ampli monolithique vraiment commencera à connaître un grand succès dans l'industrie, bah, c'est le LM709. Donc on voit ici le brochage et le circuit interne. C'était vraiment une révolution quelque part pour l'époque, hein. C'était quand même d'avoir dans un seul et unique circuit un amplificateur commun qui remplaçait, comme on peut le voir quand même, pas mal de composants. Bon, faut toujours se méfier, hein, des schémas équivalents de circuits intégrés parce que ils utilisent des techniques qui font que très souvent, enfin, on n'arriverait même pas à les faire avec des composants discrets. Mais enfin bon, ça donne quand même un petit peu une idée du fonctionnement. C'était un ampli qui était pas mal, hein, j'en ai d'ailleurs pas mal personnellement utilisé, mais il avait quand même des défauts. Alors qu'est-ce qu'il avait comme défaut? Il y avait le fait qu'il fallait mettre des condensateurs de compensation externe. En effet, c'est très très compliqué d'intégrer dans les puces des condensateurs, d'autant plus si elles ont des fortes valeurs. Et donc il y avait ces deux condensateurs qu'il fallait toujours rajouter. Alors par contre, ça a des fois l'avantage de pouvoir éventuellement les régler, mais enfin c'était quand même quelque chose d'assez embêtant. Il avait un phénomène qu'on appelait le latch-up. Alors j'ai fait déjà une vidéo dessus, hein, je vous conseille de la regarder si vous voulez en savoir plus. Enfin c'était un parasite éventuellement qui était très très gênant. Il manquait complètement de protection contre les courts-circuits. D'ailleurs j'en ai flingué quelques-uns parce que enfin, si on dépassait le courant de sortie, généralement il s'en remettait pas. Il avait une amplitude de mode commun réduite, hein, c'est ce que j'ai aussi parlé dans une autre vidéo où je parle justement des fameux ray to ray, ça c'est en entrée en sortie, mais là c'était en entrée, c'est-à-dire que vous pouvez pas le faire marcher comme on voulait au niveau des tensions d'entrée par rapport à la masse. Et pour un ampli-op, il avait un gain relativement faible, hein. Je rappelle qu'un ampli-op idéal, il est censé avoir un gain infini. Alors bien sûr, ça n'existe pas, mais enfin, là, il avait un gain très très faible. Mais pourtant, il a quand même vraiment commencé à révolutionner l'électronique analogique et il a vraiment ouvert une voie qui fait que suite à ça, et on va le voir, il y a eu plein d'autres, on va dire, petits frères au 709 et que ça a vraiment complètement changé la façon de faire de l'électronique analogique. Une fois que les ampli-op ont commencé à être utilisés,
on a beaucoup moins utilisé de composants. Suite à ça, notre ami Bob, il quitte Fairchild, et après, quasiment toute sa vie, enfin, sauf un petit moment où il travaillera avec Linear Technology, je crois, il travaillera pour National Semiconductor, mais enfin comme consultant, on va dire, une sorte de freelance. Alors, et là, il va quand même travailler justement sur un successeur, hein, on va voir le LM101 et le LM101A. Alors, faut savoir que ces préfixes, hein, on a vu que c'était MUA pour chez Fairchild. Chez National, ils avaient pris un certain nombre de préfixes. Hein. LM, c'était l'abréviation de Linear Monolithic. Il y a des circuits linéaires gravés sur une puce. Alors qu'on avait des LH, un linéaire hybride. Hybride, ça veut dire que éventuellement sur la puce, il y avait un composant qui était rajouté. Alors, ça peut être des fois des résistances par dépôt, des condensateurs, des choses comme ça. Après, il y a eu des LF, linéaire FET. Sachant que ça, après, il y a d'autres constructeurs qui ont repris cette notation. Un petit peu une jungle hein, entre les compagnies. Chacun fabrique un petit peu ses notations, on reprend d'autres. Ici, c'est pas toujours très très simple de s'y retrouver. Mais enfin bon, chez National, c'était comme ça. Et chez National aussi, et on va voir que très souvent, sur les circuits, il y avait, enfin la centaine, indiquait un peu la qualité. C'est-à-dire qu'on verra là que le LM101, par exemple, à la base, donc ce circuit intégré, c'est un ampli hop, il existe en LM101, en LM201 et 301. Alors c'est les mêmes circuits, au niveau du pin-out, de fonctions, c'est les mêmes, mais ils ont des tolérances plus ou moins serrées. Généralement, tout ce qui est en 100, c'est vraiment, on va dire, le top de la qualité. 201, c'est ce qu'on appelle industriel. 301, c'est enfin, industriel ou grand public. C'est-à-dire que c'est des composants qui, souvent à la fabrication, c'est les mêmes, mais ils sont testés et c'est bon, ça veut dire qu'ils ont des tolérances moins strictes, surtout par exemple au niveau des températures, de l'offset ou des choses comme ça. Donc malgré le grand succès du 709, notre ami Bob ne s'est pas du tout endormi sur ses lauriers et il a travaillé sur son successeur, le LM101 et le 101A, qui a vraiment apporté des grosses améliorations par rapport à 709. On peut noter en particulier un gain bien plus important de 500 000, une protection sur les courts-circuits, il n'y avait plus qu'une seule capa de compensation au lieu de deux, le mode commun, ça n'est pas encore de ray to ray, mais enfin ça a été bien amélioré. Et bien sûr, il a complètement débarrassé de ce phénomène de latch-up qui pouvait être gênant. Et d'ailleurs, tous les autres ampli hop après ne l'ont plus. Donc ça, c'était vraiment un bon ampli. Il a été utilisé pour faire énormément de montage analogique. Et je dirais qu'on le trouve encore. Hein, je crois qu'il se fabrique toujours. Alors, bien sûr, maintenant, il y en a des meilleurs, mais ça a vraiment été un composant vraiment très, très utilisé et de très bonne qualité. Donc pendant ce temps-là, Fairchild, fallait qu'il reste dans la course. Et ils ont demandé à un certain Dave Fulaillard de retravailler sur un ampli et il a sorti le 741. Le 741, c'est-à-dire c'est la référence des amplis hop bipolaires. Vraiment une star. Il est assez proche du LM101, mais il a l'avantage d'intégrer la fameuse capa de compensation, ce qui fait que c'est plus facile, on n'a pas besoin de la calculer, on n'a pas besoin de s'en occuper, elle est intégrée. Alors c'est bien et pas bien hein, qu'elle soit intégrée. Cette capa limite la bande passante de l'ampli, mais ça permet d'avoir un ampli qui est toujours stable, à peu près quel que soit le gain utilisé. Donc le fait qu'elle soit externe, comme dans le cas du LM101, ça peut permettre aussi quand même de l'optimiser en fonction de l'application. Le 741, ça existe toujours. Maintenant, il existe aussi en version double, quadruple, en CMS, en tout ce qu'on veut. Mais ça reste quand même la référence. Je crois que tous les électroniciens du monde savent ce que c'est qu'un 741. Ensuite, notre ami Bob, il travaillera sur le LM110. Le LM110, c'est un circuit un peu spécial. C'est un suiveur de tension. Et surtout le LM108, donc 108, 208, 308. Donc le LM308, c'est un circuit qui, pareil, a été très très utilisé, qui utilise des transistors super bêta, c'est-à-dire qu'il a vraiment réduit dans un facteur très important le courant d'entrée, c'est-à-dire l'impédance d'entrée de l'ampli. On se rapproche encore plus de l'ampli idéal qui normalement a une impédance d'entrée infinie. Et c'est un ampli qui a été très très utilisé dans tout ce qui était ampli d'instrumentation, mesure. D'ailleurs pour info, la table traçante que je vous ai montrée dans une de mes toutes premières vidéos utilise des LM308. Hein. J'ai travaillé dans cette usine et je me rappelle qu'en même temps ils étaient même appairés
C'est-à-dire que les circuits, ils étaient, quand on les achetait, ils étaient mis dans des bancs de test, ils étaient triés par courant d'offset, dérive et tout, pour avoir vraiment des amplificateurs de bonne qualité. Bon, après, là, ça a vraiment commencé un petit peu à ouvrir la lignée, hein. Alors, dans les amplis vraiment célèbres qu'il y a eu après, il y a eu l'OP07, qui était un amplificateur de précision. Alors, pourquoi de précision? Alors, en particulier, parce que il avait certaines, enfin, de ses caractéristiques qui étaient quand même bien meilleures. Et ça a été le premier ampli qui était trimé laser, c'est-à-dire que c'est au niveau de la puce, une fois que la puce était terminée, et avant de l'encapsuler dans le boîtier, il y a des mesures qui étaient faites, et à l'aide d'un rayon laser, on venait ajuster principalement des résistances, de façon à vraiment régler les caractéristiques au mieux. Après, il y a eu le 307 qui avait aussi une compensation intégrée. Le 318, très très utilisé, qui a été un des premiers ampliotes, on va dire, rapides, hein, par rapport au 741 qui est plutôt lent. Il y a très très célèbre aussi 1458 et 358, hein, des ampliopes vraiment à tout faire. Et la star des stars aussi, le fameux LM324, où ça a été 4 ampliopes dans un boîtier et qui sont pareils, vraiment des ampliopes, on va dire, généraux qui permettent de faire pléthore de montage. Bon, après ça, il y en a eu plein, on va dire. Mais vraiment, un petit peu, là, c'était vraiment histoire de dire ses débuts et vraiment ses références, hein, c'est vraiment resté comme des légendes. Et encore maintenant, d'ailleurs, ils les reprennent, hein, comme je vous ai montré, le LMV 324, qui est bien meilleur qu'un 324, ils ont gardé ce numéro-là parce que ça sonne vraiment dans l'esprit des électroniciens comme des composants incontournables. Voilà pour ce nouvel épisode de Composants de légende. Il y en aura d'autres sur d'autres légendes de l'électronique à venir. Merci beaucoup de votre attention. Que l'esprit du grand Bob vous inspire pour tous vos montages analogiques et à bientôt pour de nouvelles vidéos.